d'accueillir Patrick Gagné, le directeur général de Théo Taxi. Merci. Merci, Jeanne-Estelle. Bon matin tout le monde. Wow, quel crowd incroyable. Ça fait vraiment plaisir, de voir autant de monde, puis d'avoir le bonheur de présenter Théo Taxi à autant de gens en technologie, surtout en agile à Montréal. Je suis fier d'être ici ce matin, puis j'espère que ça va vous plaire. Je suis curieux, avant de commencer dans la salle, qui a utilisé Théo Taxi une fois dans sa vie? Wow! OK, à vue de nez, là, on est à 60% à peu près. C'est incroyable, je suis super content. Comme entrepreneur, moi, c'est la plus belle expérience que j'ai vécue dans ma vie, dans ma carrière, celle de fonder Théo Taxi. Quand on a commencé ce projet-là, il y a 3 ans, Alexandre et moi, on avait l'ambition de transformer l'industrie. D'abord, en améliorant la qualité de vie des chauffeurs. C'était un des principes de départ, de réduire l'émission de gaz à effet de serre, puis d'amener la technologie, puis de moderniser cette industrie-là par la technologie. Puis vraiment, c'était notre ambition. On avait, je pense qu'aujourd'hui, après 3 ans, on a démarré il y a 3 ans le projet. Je vais vous parler un petit peu du processus qu'on a utilisé pour créer Théo Taxi. On opère depuis 2 ans, donc Théo a lancé officiellement il y a 2 ans, en novembre 2015. Aujourd'hui, on a 450 employés, 350 chauffeurs, on a près de 130 véhicules. Je peux dire qu'après tout ce temps-là passé, donc 2 ans d'opération, et cette croissance-là, on a contribué à la transformation de l'industrie du taxi. Je peux le dire avec beaucoup de fierté. Et ça n'a pas été facile. C'est pas une mince tâche de transformer cette industrie-là qui était, je dirais, moribonde et qui a subi une transformation majeure. Je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de comment on a fait émerger ce modèle, comment on l'a validé au départ, comment on l'a démarré, et ensuite la marque qu'on a créée, la marque Théo Taxi, et un peu le behind the scenes. Qu'est-ce qu'on a derrière? C'est quoi la technologie derrière? Donc, je ne vous parlerai pas de processus dans ma keynote, c'est beaucoup plus sur la création de Théo et ce qu'on a monté comme écosystème technologique. Donc, allons-y. Donc, l'histoire avant la marque. J'ai commencé, moi, dans le taxi, comme Jeanne-Estelle le mentionnait, j'ai eu la piqûre pour la mobilité urbaine parce que j'ai contribué au projet de l'application mobile stationnement de Montréal et ça m'a vraiment frappé. Cette capacité d'avoir un impact sur le quotidien des gens par le biais de la technologie. Moi, ça fait 20 ans que je suis en techno et d'avoir la possibilité d'avoir un impact sur le quotidien par le biais de la technologie, pour moi, c'est devenu une passion. C'est devenu une passion parce que je suis passionné par la ville, je suis passionné par la chose urbaine et je pense que la mobilité est un des enjeux de société qu'on a à venir. La mobilité urbaine, j'entends. Particulièrement l'engorgement ou la circulation en ville qui s'intensifie. Je pense que la technologie peut devenir une façon de réduire ce problème-là, qui est un problème autant économique que social. Donc, j'avais vraiment, moi, cette piqûre-là, puis en 2010, j'ai fondé ma première start-up dans le taxi qui s'appelait Tag Taxi, que certains d'entre vous ont peut-être essayé. C'était vraiment le précurseur. C'est la première app mobile de commande de taxi à Montréal, avant Uber, avant même que Taxi Diamond ait sa première application mobile. Et on est arrivé dans le marché un peu trop tôt. Vous savez, une des clés dans l'émergence d'une start-up, c'est pas nécessairement le financement, le meilleur conseil d'administration, le meilleur plan d'affaires, la meilleure technologie. Je vous le dis, là, après toutes ces tentatives en start-up, et j'ai eu des succès, j'ai eu des insuccès, c'est le timing. C'est vraiment la notion de timing. Et on est arrivé avec Tag à un moment où l'industrie n'était pas prête à changer. On voulait rentrer en partenaire avec l'industrie et devenir un petit peu l'Expedia de l'industrie, l'agrégateur de mobilité. Avec cette application-là, vous voyez, on avait même un système d'étoiles segmenté. On évaluait, on permettait aux usagers d'évaluer la qualité, la courtoisie du chauffeur, la qualité de la conduite, la propreté du véhicule. Donc, on avait déjà ce système-là en place.
Et pourtant, l'industrie ne l'a pas accepté. Ils ne voulaient pas ce changement-là. Ils ne voulaient pas utiliser une app mobile d'un tiers pour pouvoir accéder à des segments de clientèle qui n'utilisaient pas nécessairement le taxi. Des gens qui avaient beaucoup l'usage de la technologie. À l'époque, on a eu quand même une traction, mais passée. Puis le projet n'a pas élevé, mais j'ai beaucoup appris de cette expérience-là, notamment ce qu'il fallait faire pour que ça réussisse dans le taxi et pouvoir compétitionner avec Uber. Comme on dit, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, ça c'est Mike Tyson, « Everyone has a plan until they get punched in the mouth ». Moi, je l'ai vraiment vécu, ça. T'sais. Tout le monde a un plan, là. Vous avez tous fait des plans dans la vie, là. Des plans super détaillés. Ils n'arrivent pas souvent. La réalité se concrétise pas de la même façon qu'on avait prévu dans le plan. Moi, je l'ai vécu, ça, avec Taxi. Et c'est souvent des occasions d'apprentissage. J'ai eu la chance de rencontrer Alexandre il y a une vingtaine d'années. Fait qu'on s'est suivis un peu durant ces 20 années-là. J'avais présenté Taxi à l'époque, à mon démarrage. Il m'a recontacté il y a 3 ans et demi exactement pour me dire, écoute, on a une opportunité, Uber s'en vient, c'est le 375e de Montréal, moi j'ai envie d'électrifier le transport, let's do this. Puis on a démarré le projet ensemble, vraiment de façon très, très informelle. Je vais vous parler un peu du processus. On n'a pas idée à quel point le démarrage d'une entreprise peut se faire vraiment dans l'informel, dans le naturel. Je vais vous parler aussi de la façon organique qu'on a monté cette entreprise-là. On a présenté notre projet il y a 3 ans exactement à Je vois Montréal, qui est devenu Je fais Montréal. C'est une initiative bottom-up citoyenne où les gens peuvent venir présenter des projets pour l'amélioration de la ville en vue du 375e. Et on a présenté notre projet à ce moment-là. Il y avait beaucoup de scepticisme parce que l'industrie du taxi, c'est une espèce de monolithe désuet, un peu moribond. Les gens ne voulaient pas toucher à ça parce que il y a une complexité reliée à la structure de cette industrie-là. Il y a l'immobilisme aussi relié au système de permis de taxi. Nous, on est vraiment rentré dans le tas. Là. Puis ça a été... Il faut savoir aussi comme entrepreneur, moi, je me dis, quand je vais à contre-courant, je vais probablement dans le bon sens. Plus on a de résistance au début, plus on se dit, il y a quelque chose là, il y a de l'attraction là. Puis quand on est sorti dans le marché avec notre idée de faire de la mutualisation des infrastructures du taxi, déjà on avait l'idée de partager, c'est-à-dire détenir les infrastructures et partager les revenus avec les chauffeurs et les détenteurs de permis de taxi. Donc on avait cette idée d'un projet d'économie verte et sociale. C'était notre slogan. Il n'y avait pas de nom d'entreprise. Il n'y a pas de compte en banque, pas d'employés. Il y avait juste une idée de trouver une façon de moderniser cette industrie-là en étant partenaire avec l'industrie. Donc, se mettre en opposition complète, diamétralement opposée au projet d'Uber. Et on savait qu'on allait dans le bon sens. L'arrivée d'Uber à Montréal, c'est une occasion parfaite. On le voyait comme une occasion parfaite de transformer l'industrie. C'est-à-dire, là, on a vraiment une impulsion au changement, c'est-à-dire l'arrivée d'un joueur menaçant qui ébranle les fondements de l'industrie. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Le timing, je vous le dis, il était parfait. On n'avait même pas d'entreprise, on n'avait même pas de modèle d'affaires encore de figé, qu'on était dans les médias. Les journalistes nous appelaient parce que c'était la controverse. Uber arrive. Là, c'était pas juste Uber. Il faut savoir dans la petite histoire, parenthèse, Uber est arrivé au départ avec cette technologie il y a 4 ans. Il avait lancé son app avec le taxi. Donc, quand tu commandais une voiture Uber, c'était du taxi qui venait te chercher. C'était pas un chauffeur amateur. Là. Ils ont pris 1 an avant de bâtir leur fonds de commerce et créer une clientèle, créer un achalandage. Et là, ils ont flippé le modèle et ils ont commencé à recruter des chauffeurs amateurs, ce qui était le lancement d'UberX. Et ça, cette différence, elle est fondamentale. UberX a été lancé il y a 3 ans et c'est ça qui a brassé l'industrie. Parce qu'on Uber s'attaquait à la pierre angulaire du modèle du taxi qui est le permis de taxi. Et c'est ça qui a fait brasser l'industrie et qui a donné l'impulsion au changement. Malheureusement, le changement
Le changement, comme dans la nature humaine, les organisations, c'est la même chose. Le changement profond, il vient malheureusement avec la douleur. Et la douleur est arrivée sous le nom de Uber. Pourquoi? Parce qu'Uber a commencé à faire des ponctions dans les parts de marché de l'industrie du taxi et l'industrie a capoté. Là, il y a eu du lobbying. C'est dans cette controverse que nous, on est rentré pour démarrer le projet de Théo Taxi. Puis la controverse, il n'y a rien de mieux pour démarrer un projet. Puis on l'a senti tout de suite. Par rapport à Tag Taxi, j'ai senti le changement total. C'est radical comme changement. On avait le vent dans les voiles. Parce qu'il y avait de l'attraction, il y avait un intérêt, il y avait une controverse. Puis c'était dans les médias, partout. Donc on a généré un intérêt pour notre projet, ce qui nous a permis de faire beaucoup de validation. Donc on a travaillé en partenariat avec l'industrie. On a travaillé avec les acteurs, les parties prenantes, comme on dit, ou les stakeholders, étant les usagers du taxi, les chauffeurs et les détenteurs de permis. C'était nos trois parties prenantes avec qui on a validé notre modèle. Quand je dis validé, là, on l'a vraiment validé. On l'a tellement validé, là, je peux vous dire qu'on a fait au-delà de 200 rencontres avec des chauffeurs, des compagnies de taxi, des détenteurs de permis de taxi, des instances réglementaires. On a rencontré tout le monde. Puis ça nous a permis de aiguiser notre crayon, puis d'arriver à un modèle, d'accoucher un modèle qui était réalisable. Et c'est ça un petit peu la méthode Lean Startup que vous connaissez sûrement. On l'a mis en application à notre façon, pas de façon stricte ou dogmatique, mais on l'a mis en application à notre façon, c'est-à-dire en réduisant le risque d'investissement pour aller chercher un maximum de validation. C'est ça qu'on a fait. Il n'y avait pas de produit, il n'y avait pas de véhicule électrique, il y avait juste un modèle. On avait un PNL, on avait une idée de partage de revenus avec les chauffeurs de taxi. On validait ce modèle-là, puis on le tweakait. On a rencontré les instances réglementaires, le bureau du taxi, Revenu Québec, avec qui on veut collaborer pour justement fiscaliser le taxi. Ça va transformer l'industrie de façon majeure. Ça va arriver probablement l'année prochaine. On a rencontré le ministère des Transports. Donc, vraiment dans l'optique d'être partenaire dans l'industrie. On a loué des véhicules électriques l'hiver pour tester l'autonomie. On l'a fait nous-mêmes, puis embarquer des gens, puis juste faire des circuits pour voir c'est quoi la tenue de route, l'autonomie du véhicule également l'hiver. On a exploré, Alexandre est allé à Shenzhen, en Chine, rencontrer les dirigeants de la plus grosse flotte de taxis électriques au monde. Il y a 750 véhicules, c'est BYD, à Shenzhen. On a fait du Business Model Canvas. J'imagine que certains d'entre vous, probablement la plupart d'entre vous, connaissez ce framework. C'est vraiment un modèle d'affaires sur un poster avec l'usage de post-it. On a fait des itérations sur notre modèle d'affaires. Comme vous pouvez voir en haut, là, on avait l'idée d'être partenaire, le taxi pour tous, d'être vraiment le chevalier blanc de l'industrie du taxi. C'est là qu'on a défini notre proposition de valeur, qui étaient nos partenaires, nos streams de revenus, etc. Fait qu'on a vraiment modélisé de cette façon-là. On a fait du Value Proposition Design, un autre framework qui est assez connu, pour vraiment déterminer c'est quoi la proposition de valeur pour les usagers, les passagers. En regardant justement les gains, pains, gains et jobs, c'est-à-dire les attributs clés pour notre modèle d'affaires. On a fait du design flow. Ça, c'est notre premier design flow. C'est un poster d'à peu près 22 pieds avec le flow de l'app mobile qu'on a designé. C'était le premier. C'est en janvier 2015. Et ça, on a vraiment on a misé sur l'expérience de Tag Taxi pour rebâtir l'app Théo Taxi. On a rencontré, comme je l'indiquais, plusieurs centaines de chauffeurs, de propriétaires de taxis. Et on est arrivé, on a eu un aha moment, c'est-à-dire un moment où on a cliqué. Il y a eu un déclic, je dirais à peu près aux 3/4 du processus. On a fait cette validation-là à peu près pendant 1 an. C'était long. On a vraiment pris le temps parce que l'investissement en capital requis pour démarrer un projet de même, il était quand même substantiel. Même si c'est un MVP, c'est un MVP à plusieurs millions de dollars, parce qu'il fallait acheter des véhicules puis embaucher des chauffeurs.
Donc, on est arrivé à ce moment de déclic quand on a réalisé que les chauffeurs vivaient une anxiété financière importante. Il faut savoir que les chauffeurs de taxi dans le traditionnel, dans le taxi traditionnel, gagnent un revenu horaire à peu près équivalent à 7-8 $. Donc, imaginez-vous gagner 7-8 $ de revenu de l'heure. C'est très dur de gagner sa vie de cette façon-là. On a réalisé qu'en réduisant cette anxiété financière, on allait pouvoir potentiellement transformer l'industrie, l'amener ailleurs. C'est là qu'on a décidé de basculer notre modèle, non pas en partage de revenus, mais en salariat. C'est-à-dire que les chauffeurs, on allait les embaucher. Et ça, c'est un changement majeur dans cette industrie-là. Ça a l'air de rien pour vous autres, là. On a tous été salariés puis pigistes, mais eux n'ont vécu qu'une vie de pigiste jusqu'à date. Puis passer de la pige au salariat, il y a quand même une transformation de culture importante. Et ça, on le réalise aujourd'hui. On ne l'avait pas imaginé à l'époque quand on a conçu le modèle, mais pour nous, le salariat, c'était vraiment une des clés, c'était une des pierres angulaires de notre modèle, c'est d'inviter les chauffeurs à devenir employés chez Théo Taxi. Donc, on réduit le nombre d'heures de travail par semaine et on régularise leur paye, leurs revenus, right? Puis on leur offre des bénéfices qu'ils ne connaissent pas dans l'industrie du taxi, c'est-à-dire des vacances payées de 2 semaines, la régie des rentes, l'assurance emploi, ils n'ont pas ces bénéfices-là. Donc, et en plus, on a doublé leur revenu horaire. Donc, on a vraiment transformé le modèle du taxi en partant du salariat. On a également transformé des aspects fondamentaux de l'industrie. Je vais en parler un peu plus tard. Donc, ce qu'il y a derrière la marque, souvent on me pose la question, pourquoi Théo? Puis, j'ai retrouvé des slides de Sidley, l'agence avec laquelle on a travaillé pour concevoir la marque Théo. Et on est arrivé à l'idée de la paix d'esprit. Donc, Théo Taxi, c'était cet ami que tu appelles. Et vraiment, on avait comme mission faire qu'une industrie, ses clients puissent rouler plus sereinement. Je ne sais pas si vous avez bon, il y a à peu près 50-60% de la salle qui est un Théo. L'autre moitié, là, je vous encourage à l'essayer, c'est calme un véhicule électrique. Puis on se disait, tu sais, c'est ta bulle zen dans la jungle urbaine. C'est un peu cette idée-là qu'on avait au départ. Et Théo est né sous cette idée-là. Donc le positionnement, c'est un mode de transport évolué, électrique, équitable, qui facilite le confort et la paix d'esprit. C'était ça notre positionnement de départ. C'est sûr que par après, on a rétrofité un acronyme, là, Théo, transport écologique optimisé. Mais l'idée de départ, c'était vraiment ce prénom, cette familiarité avec la marque qu'on voulait créer, simple, non court, un prénom court et qui s'exporte. Donc, on veut l'exporter, cette marque-là, avec l'accent aigu également. Un peu comme si Cirque du Soleil a exporté une marque internationale, tout en français. C'est exactement ce qu'on veut exporter. Donc, l'idée de voyager l'esprit tranquille, c'était le positionnement de départ. On a aujourd'hui une flotte de 130 véhicules. On a 4 modèles de véhicules. On a la Leaf, la Nissan Leaf, la Kia Soul, la Tesla S et la Tesla X, qui est la SUV avec les portes ouvrantes là, vers le haut. On a du Wi-Fi à bord, gratuit, que les gens aiment beaucoup, en fait. Surtout les gens qui travaillent à bord du véhicule, tu amènes ton laptop, c'est le même réseau dans tous les véhicules. Cet aspect de confort au niveau technologique est quand même assez cool, puis on a beaucoup de feedback positif là-dessus des clients. Là, on a une tablette pour le chauffeur. Avant, avec le positionnement GPS, le nom du client, on a même intégré Waze depuis récemment pour aider nos chauffeurs à naviguer dans la ville. On a une tablette passager, non pas pour le chauffeur ici. Tablette passager qui a la vocation, un peu comme la tablette à bord d'un avion, c'est-à-dire d'amener du divertissement à bord. C'est vraiment l'objectif de départ. C'est un produit sur lequel on va devoir travailler davantage. On a vraiment lancé ça en mode MVP il y a 2 ans. Mais il faut le faire évoluer, puis il faut dédier une équipe à ça. Donc, on a encore plusieurs évolutions à faire avec ce produit-là.
On a un signal lumineux qui indique la disponibilité du véhicule, sur lequel aussi c'est un MVP qu'on va devoir itérer. Donc, il faut savoir qu'on a inventé toutes sortes de choses là, à bord du véhicule. Vous allez voir ce qui est derrière la technologie, mais il y a énormément d'innovation dans l'usage d'un véhicule électrique pour l'adapter au taxi. On a un signal dans l'app mobile qui permet d'identifier le véhicule, mais aussi de t'identifier auprès du chauffeur quand il est en route vers toi. On a de l'accueil à l'aéroport également. Donc, on a un service aéroportuaire, principalement avec nos Tesla. L'envers du décor. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a monté comme MVP. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, une fois qu'on a validé notre modèle et bouclé le financement, donc à peu près en août 2015, on avait l'objectif de lancer officiellement Théo Taxi en novembre 2015, soit 1 an après avoir fait l'annonce de notre projet à Je vois Montréal. C'était la promesse. Il fallait livrer un projet en 1 an, c'est ce qu'on a fait. On l'a livré en grand tambour, il y a eu le maire, c'était vraiment un lancement extraordinaire. On avait une trentaine de chauffeurs, une quarantaine de véhicules. Tout n'était pas monté, tout n'était pas parfait. C'était vraiment un MVP. Et on l'a vraiment monté là, assez rapidement. Je peux vous dire que le 1er octobre, on n'avait toujours pas reçu nos véhicules. Et on a tout monté à bord. On a monté l'équipement. En parallèle, on développait notre app mobile qui était très, très, très loin d'être parfaite. Je vous le dis, ça rend un lancement en mode MVP. C'est pas facile. Il faut que tu t'exposes. C'était pas un shiny object, notre affaire. Mais on arrivait tellement avec une proposition de valeur forte, c'est-à-dire un véhicule propre, un chauffeur brandé, que la technologie devenait un support. Tu comprends? Vous comprenez? C'est vraiment ça l'aspect qu'on a mis de l'avant. C'est la proposition de valeur, elle était tellement forte que la technologie est un support. Et c'est le principe qui nous anime. La technologie chez Théo, ce n'est pas la fin en soi. Ce qui est la fin, c'est vraiment l'expérience utilisateur, l'expérience chauffeur, l'expérience du staff à l'interne sur laquelle on travaille constamment. C'est vraiment ça. C'est un soutien à notre mission d'entreprise. Donc, j'utilise la métaphore de l'iceberg parce qu'on pense souvent à Théo comme étant une app mobile. C'est beaucoup plus que ça. En partant du bas de la pointe, du bas de l'iceberg, on a notre infrastructure technologique qui nous appartient. Donc, on a l'infrastructure de recharge. On a la charge rapide, la charge lente, qui est positionnée à travers la ville. On a nos véhicules qui nous appartiennent. On a l'équipement à bord des véhicules. Il faut savoir qu'on investit 3 000 $ par véhicule d'équipement embarqué. Je vais vous en parler. On a, donc, ça, c'est la base de notre iceberg. Ensuite, on a les outils de gestion de flotte et de chauffeurs. Ensuite, l'étage d'au-dessus, on a la répartition des véhicules, le système de répartition de véhicules. Puis ensuite, on a la couche visible, c'est-à-dire l'app mobile et le site web. Tout ça est intégré en temps réel. On a la donnée qui circule, qui est remontée des véhicules en temps réel jusque dans l'app mobile. C'est très, très, très complexe à mettre en place en production, cet écosystème. Je vous le dis, tous les gens qui viennent chez nous, des gens de l'externe, qui analysent notre système, puis regardent, se rendent compte assez rapidement de la complexité qu'on a mis en œuvre en production et en itération. Donc, on itère. C'est ce qui fait que des fois, l'app mobile n'est pas toujours conséquente. On a des temps d'attente qui peuvent varier. On a encore de la stabilisation à faire de notre système. Il faut savoir que la cause de ça n'est pas l'app mobile. L'app mobile est le symptôme. C'est ce qui est en dessous, sur lequel on travaille encore aujourd'hui. On a encore du travail de stabilisation, je le dis très, très humblement. Et ça, je pense que c'est le principe premier du Lean, du Lean Startup, c'est de pouvoir aller au marché le plus rapidement possible pour faire de la validation et améliorer le modèle au fur et à mesure. Donc, on a plusieurs appareils à bord du véhicule. On a notamment un capteur de données qui est branché sur le CAN bus du véhicule qui envoie aux 2 secondes l'état de charge du véhicule. Donc, on a l'état de charge qui est remonté dans nos systèmes pour pouvoir faire la répartition adéquate, c'est-à-dire vous envoyez un véhicule qui va pouvoir se rendre à destination. Si je t'envoie un véhicule qui est à 15 % d'état de charge, tu pars du centre-ville, tu vas à Rosemère, il ne se rendra pas. Donc, très concrètement, c'est le genre d'utilité qu'on a de la donnée.
On parle beaucoup d'Internet of Things, là. Nous, on en fait. Là. Ça, c'en est. Là. On a un système de gestion de verrouillage des portes. Il faut savoir qu'il y a de l'innovation derrière ça, parce que c'est là qu'on fait l'association du permis de taxi, du chauffeur et du véhicule. Donc, il y a un trinôme qui s'associe à ce moment-là, et de sorte qu'il n'y a jamais une association qui est la même de véhicule en véhicule et de shift en shift. Un chauffeur peut avoir une assignation d'un véhicule la veille, arriver le lendemain, et c'est un numéro de permis différent qui va être assigné ce matin-là par rapport à la veille. Et ce système de permis qui deviennent des tokens dans notre service là, ici, c'est vraiment l'innovation dans le taxi. Il faut savoir que le permis de taxi est toujours associé à un véhicule fixe. Et c'est ça qu'on a dissocié. On a demandé au gouvernement la possibilité, dans le cadre de notre projet pilote, de changer cette réglementation-là pour pouvoir faire justement de l'assignation dynamique de permis. Ça, on le fait via notre système intégré. On a, j'en parlais, le Wi-Fi, la tablette passager, la tablette chauffeur. Notre système de répartition avec le positionnement des véhicules en temps réel, l'état de charge du véhicule, le numéro du véhicule en temps réel. Ici, on voit là, notre stationnement où on a des véhicules qui sont en recharge lente. La clé des chauffeurs, donc il faut savoir que les chauffeurs n'ont pas de clé physique, ce sont des badges RFID. Et ça, ce badge-là est identifié à un chauffeur unique. Donc quand il fait son check-in dans un véhicule, le permis est associé à ce véhicule-là. Et quand il fait son check-out pour faire une permutation, il faut savoir que parfois l'hiver, nos chauffeurs doivent faire une permutation pendant un shift, pendant un quart de travail. Donc on les envoie à une borne, ils font un check-out, ils font le check-in dans l'autre véhicule et ils partent. C'est une opération d'à peu près 3 à 5 minutes. Donc, on a vraiment mis en place un système opératoire qui est unique, qui n'existe pas dans le monde, je vous le dis, là, sans prétention. Là. Il n'y a pas de mode d'emploi pour faire du taxi électrique en mode gestion de flotte. Puis la différence entre notre modèle opératoire et celui, par exemple, des compagnies de taxi Tesla à Amsterdam, à Schiphol, à l'aéroport, la différence est fondamentale. La compagnie de taxi à Amsterdam opère dans le modèle traditionnel, c'est-à-dire que chaque véhicule est détenu par un propriétaire unique qui opère à sa façon. Ils sont affiliés à une compagnie de taxi qui leur répartit des appels, mais eux fonctionnent en mode solo, c'est-à-dire qu'ils envoient leurs chauffeurs, ils louent leur véhicule à des chauffeurs qui sortent sur la route à des heures X. Nous, on opère vraiment tous ces véhicules-là en mode flotte. Donc, on optimise la flotte en fonction de la demande. Ça, je vous le dis, c'est le plus gros apprentissage qu'on fait actuellement. C'est super tough. Quand on me demande, là, t'as pas peur, Pat, qu'un joueur va venir dans le marché, copier ton modèle, acheter des chars puis partir? Ma réponse est toujours la même. Good luck. Bonne chance. Parce que, oui, tu peux brancher tous ces appareils-là, acheter une app mobile en white label, brancher toutes ces patentes-là, mettre ça en branle, là, mais là, tu commences ton apprentissage. Quand tu mets le char sur la route avec un chauffeur dedans, là, ton apprentissage il commence là, puis tu en as pour au moins 3 ans à te casser les dents. Nous, on est dans notre 2e année actuellement. Pas longtemps, hein? Ça fait 2 ans qu'on opère. Puis je peux vous dire que oui, l'app mobile, c'est compliqué, puis monter l'écosystème, c'est compliqué, effectivement. Mais c'est encore plus compliqué d'opérer dans ce mode flotte, véhicule électrique, avec des chauffeurs salariés. Il n'y a pas de mode d'emploi pour ça. C'est super compliqué de faire ça. Et c'est ça qu'on apprend actuellement. Le learning, il est là. La validation est là. Parce que ce qu'on veut offrir aux clients en bout de ligne, c'est quoi? C'est une expérience standardisée du taxi. C'est pour ça que les gens aiment Théo. Je me le fais dire souvent. C'est sûr que je me fais dire aussi qu'on attend, puis c'est sûr, parce qu'on n'a pas assez de véhicules. On a 125 véhicules aujourd'hui pour toute la clientèle de Théo. Mais ce que je me fais dire beaucoup, c'est que c'est tellement le fun. Les véhicules sont propres. Le chauffeur a son uniforme, sa casquette. C'est calme. C'est toujours le même. Donc, c'est ce niveau de service-là, cette régularité-là, cette standardisation-là, c'est ça qu'on veut amener dans le marché. C'est ce qui nous distingue d'un Uber ou du taxi traditionnel, dont l'expérience peut être variable. Donc, on est un peu l'iTunes versus le Napster.
je peux utiliser une analogie un peu boiteuse, mais c'est ça. C'est le taxi, toujours au même tarif, qui arrive à l'heure, on l'espère, et qui est propre, qui est standardisé, un chauffeur formé en uniforme. C'est ça qu'on offre. Et pour pouvoir offrir ça, bien, c'est les apprentissages derrière qui doivent être faits en opération et technologie ensemble pour pouvoir livrer ce niveau de service-là. C'est ça qui est offre. On a mis en place un système de suivi de performance des chauffeurs. Donc, les chauffeurs ont des badges. Là, on est rendu à l'emphase de l'âge pour ça, là, mais on veut vraiment arriver à un niveau de gamification de nos chauffeurs pour améliorer leur performance. Ça aussi, c'est du boulot. Parce que là, tu passes d'un modèle, encore une fois, comme je l'indiquais tout à l'heure, de pigiste à salarié. On indique aux chauffeurs qu'en prendre leur pause, ils ne sont pas habitués. Là. Le chauffeur de taxi, ça fait 60-70 heures dans son véhicule par semaine. Il y a une autonomie. C'est ça qu'ils aiment. Ils aiment leur autonomie. Ils vont faire leurs courses. Ils vont manger au restaurant avec leurs amis. Après ça, ils reviennent sur la route quand ils veulent. Là, c'est pas ça chez Théo. Là. Ça roule. Là, tu rentres dans ton char, les appels rentrent, tonk, 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 tonk. Tu prends un break, après ça, les appels rentrent, tonk, tonk, tonk. Tu finis ta journée, tu es plus fatigué que dans le taxi, même si tu te fais moins d'heures. Ça, c'est le feedback qu'on a des chauffeurs. Parce que nous, l'objectif dans la vie, chez Théo, c'est de mettre le bon nombre de véhicules sur la route par rapport à la demande. Fait qu'on fait varier notre flotte en fonction de la fluctuation de la demande. Puis ça, c'est un art. C'est ce qu'on est en train d'apprendre maintenant. Là. Ça ne s'est jamais fait dans le taxi. Là. Cet appareil, comment dire, ce matching de l'offre et de la demande ne s'est jamais fait. On veut aussi mettre en branle l'année prochaine, probablement fin de l'année prochaine ou même 2019, c'est un autre projet complexe, c'est un écran LCD avec la publicité géolocalisée en fonction de la position du véhicule. Donc, qui va nous permettre de générer des revenus publicitaires plus élevés. Ça, c'est complexe aussi à mettre en branle. C'est probablement un PNL à part, c'est-à-dire une compagnie à part qui va gérer uniquement nos produits publicitaires. On a tout lancé ça en même temps, en passant. Là. Donc, les dons publicitaires qui sont sur notre véhicule aujourd'hui, c'est des écrans statiques. Puis, on génère du revenu avec ça. Là. Mais le produit n'est pas parfait, tu sais. Puis, les publicitaires, des fois, il y a de la gomme auto, puis il y a sali, puis il y a tout ça qu'on a testé. Mais on a tout lancé ça en novembre 2015. C'est du stock, là. Je suis essoufflé, je t'ai y pensé. Si j'avais à tirer une leçon, de tout ça, c'est que on a lancé trop d'affaires en même temps. Tu sais, on va se dire les vraies choses. Là. On aurait dû se focusser sur l'app, lancer l'app avec notre service intégré, bien livrer ça dans un quadrilatère. Puis au début, pour ceux qui l'ont essayé, on était dans un quadrilatère restreint, puis on l'a progressivement élargi. Mais ça, c'était le bon move. Tu sais. Tu commences petit, tu scale up. Et là, on a commencé, nous autres, là, on est petit en termes de territoire, on avait 4-5 produits. Là. J'avais une tablette passager, j'avais un don publicitaire, j'avais les comptes corporatifs, on avait du stock incroyable. Et je pense que ça, c'est une des grandes leçons qu'on tire de l'expérience aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a mis de côté certains produits et on est vraiment focusé sur la livraison de notre core business, là, le cœur de notre métier. Et la feuille de route, on est en train de l'élaborer actuellement. On a mis en place une équipe produit forte à l'automne. On a vraiment fait une prise de conscience par rapport aux 2 dernières années. Et je peux vous dire qu'on fait ces apprentissages-là maintenant. On a une équipe produit qui s'occupe du client passager. Donc, on a une équipe dont la mission est de desservir le passager consommateur et le passager corporatif. On a une équipe avec un PO, puis des développeurs, du QA. On a une équipe qui s'occupe de nos systèmes de gestion, donc les couches inférieures de notre iceberg. Et avec son PO, son équipe de développement,
Et ça, c'est quelque chose qui s'est mis en place et là, on est en train vraiment de le structurer. On a une équipe métrique qui s'occupe juste des métriques. Ça, c'est un autre aspect de notre business qui est super important. Je vais en parler dans quelques minutes. Et on a une équipe, évidemment, pour l'infrastructure. Et là, avec le scale-up de notre business pour l'année prochaine, on a l'ambition de créer des nouvelles équipes, notamment pour gérer les autres produits dont je vous ai parlé. Gérer la croissance, probablement avoir une équipe croissance, une équipe additionnelle pour nos systèmes de gestion, parce que c'est vraiment là où la complexité repose actuellement chez Théo. Donc, on a beaucoup d'efforts de stabilisation de ce côté-là. Probablement faire naître une autre équipe qui va s'occuper de ça. Et l'équipe métrique, je dirais une des leçons qu'on tire également de cet aspect-là, c'est qu'on n'a pas assez investi de temps dans le développement de notre pipeline de données. Donc, le data flow, on n'a pas dédié une équipe là-dessus, ce qu'on aurait dû faire dès le départ. Puis ça, c'est une erreur typique des startups, c'est que tu as tendance à ne pas mettre de temps sur ton back-end puis ton data flow, c'est pas très sexy. Là. Tu mets plus de gens sur l'app mobile, sur ton front-end, mais tu mets moins de gens dans le back-end. Puis là, on paye un petit peu la dette. Puis elle n'est pas petite. Parce qu'il faut voir tous les connecteurs, l'ETL. C'est du stock. Je ne vais pas rentrer dans trop de technicalité, là, mais c'est ça qu'on vit actuellement, qui fait partie des leçons qu'on tire de l'expérience depuis 2 ans. C'est que le data stream, il est fondamental. On est une business de métriques et aujourd'hui, on a encore du boulot à faire pour solidifier cette fondation-là. Parce qu'une fois que tu as ça en place, bien là, le flow de data il est facile, ça rentre, les données rentrent dans ton entrepôt, après ça, tu peux les exposer plus facilement dans les engins de visualisation. On en a des engins de visualisation, on en a des data scientists actuellement, là, mais c'est le back-end qui a été négligé. Puis on a beaucoup de travail de plomberie aujourd'hui à faire, ce qui ralentit tout le processus d'exposition de nos métriques actuellement. Donc, je donne un petit peu les grandes leçons qu'on tire de notre expérience.